Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 7 décembre. Au menu aujourd'hui, on actu un point politique concernant la ville de Gland avec des nouvelles du VVF et du plan d'affectation Lacreto et la construction de sa fameuse tour Suisse Côte. En sport, nous recevons Cyril Badertcher qui nous présente sa nouvelle association Parkinson Move et en culture, rencontre avec la photographe Tania Emery, arrêt sur image sur son exposition Cœur à cœur. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Petite devinette pour toi, il y a des arbres, il y a une forêt, il y a des chênes. Je suis. Les bois de Katsu ? Non, Andrea, le bois de chêne, ici, entre Coinsin et puis Vic. Et puis, pourquoi je me balade ici ? Alors, j'ai de la chance au niveau du temps, effectivement. On regarde le cadre comme il est magnifique. Eh bien, je vais rejoindre Bernard Messerly, qui est l'auteur d'un livre sur le bois de chêne, justement, qui nous parle de tous les secrets de cette magnifique forêt, cette magnifique réserve naturelle entre le Jura et le Léman. Donc, on va tout savoir, plein de petites anecdotes croustillantes sur cette réserve naturelle du bois de chêne. On se réjouit surtout de trouver les animaux en la compagnie de Bernard. À tout à l'heure, Alexandre. En actu, à Gland, il y aura bel et bien une votation sur la tour Suisse Côte. La municipalité a pris acte de la décision du Conseil d'État qui a validé la récolte de signatures du référendum lancé contre le plan d'affectation Lacreto, un objet soumis au vote populaire à partir du prochain trimestre 2022. Les explications de la syndic Christine Giraud. La municipalité prend note de cette décision qui est effectivement contraire à ce que nous avions obtenu nous comme résultat à la fin du dépouillement de ce référendum. Mais il nous a apparu que pour le peu de signatures de différence, c'est aussi l'opportunité de prendre la température auprès de notre population pour connaître aussi sa détermination par rapport à ce PA Lacreto. C'est un objet important pour l'avenir de notre commune, de la ville de Gland. De cette manière, nous aurons aussi une vision très claire de la vie de la population. Finalement, ça permettra à ce que la municipalité soit adoubée ou désavouée sur son plan de développement urbanistique de la ville de Gland. Alors bien sûr, dès qu'on met des choses en votation, il y a toujours un risque d'être plébiscité ou au contraire de ne pas avoir raison devant le peuple. C'est le jeu de la démocratie. De ce côté-là, la municipalité est tout à fait sereine. Ce sera l'occasion aussi pour la population de pouvoir aussi se renseigner par rapport à ce qui est possible dans sa commune, aussi du tenant de ce projet de Lacreto, PA Lacreto, de bien comprendre aussi les enjeux, les implications des uns et des autres. Et nous verrons bien à l'issue du vote de quel côté la balance penche. Toujours à Gland, un centre de vaccination verra le jour dans le bâtiment VVF. Dans sa réponse à une interpellation sur les affectations possibles du bâtiment que la ville avait acheté en 2020 pour 17 millions de francs, la municipalité a précisé quels projets concerneront également le bâtiment. On parle notamment d'une bibliothèque, d'un restaurant et des ateliers d'artistes. Les explications de la municipale en charge du logement, de la culture et de la santé, Isabelle Monet. On sait plus ou moins qu'on va avoir une bibliothèque tiers-lieu. Il y aura également tout un espace qui va être dévolu pour la nouvelle économie avec des espaces de coworking, un Fab Lab et différentes encore opportunités. Et puis on aimerait y avoir un restaurant, on aimerait avoir des box ateliers pour des artistes et puis également un laboratoire alimentaire. Et puis au niveau des extérieurs, il y a une réelle envie de pouvoir proposer un parc public aménagé pour que les gens puissent bénéficier de la nature en pleine ville. Vous l'avez dit, on avait parlé d'un inventaire à la Prévert par rapport aux possibles affectations et peut-être que par rapport à votre réponse, les esprits chagrins diront que vous manquez un peu d'ambition. Je ne sais pas si on manque d'ambition. Je pense que là, il y a déjà une énorme ambition, arriver à réussir à mettre en place tout ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, un préavis sera présenté au conseil communal durant le courant de l'année 2022. Ce sera un préavis de crédit d'études pour voir déjà combien ça va coûter, tout ça. Et puis, surtout, de voir ce qui est possible de faire. Et contrairement aux souhaits qui avaient traversé les travées du conseil communal, non, il n'est pas possible de tenir l'assemblée du législatif en ces lieux.
Alors pour le moment, ça va être extrêmement compliqué. Ils avaient évoqué l'opportunité d'utiliser le petit espace amphithéâtre qui est justement attenant au bâtiment du VVF, mais malheureusement cet espace a actuellement une trentaine de places à disposition, donc on a plutôt imaginé utiliser ce lieu pour des animations pour les enfants lorsqu'ils viendront dans la bibliothèque plutôt scolaire, et puis également une opportunité de pouvoir proposer des contes, peut-être des petites formations de théâtre ou éventuellement une scène ouverte ou des choses comme ça. Mais ça va rester vraiment quelque chose qui sera très limité. Enfin, l'actualité sanitaire nous rattrape et la première affectation de ce lieu sera pour les rappels vaccinales. Au moment où on a répondu à l'interpellation, on n'avait pas encore été sollicité par le médecin cantonal pour justement proposer un espace pour les vaccins. Alors, vous évoquez la 3e dose, mais je pense que c'est aussi l'occasion d'inciter les gens à aller se faire vacciner. Alors, pour certains, ce sera peut-être la 1re dose et la 2e. Mais voilà, c'est un lieu qui est vraiment privilégié par rapport à cette vaccination. Il est proche de la route, il y a des parkings, donc on estime que s'il y a besoin de se faire vacciner, ce sera vraiment un lieu qui sera idéal. Et puisqu'on a parlé nature, on y retourne, mais cette fois-ci en compagnie d'Alexandre, toujours au Bois de Chêne. Oui, Andrea, toujours entourée de neige, d'arbres, de chênes, et puis avec cette belle éclaircie. Et j'ai rejoint Bernard Messerly. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, qui est donc l'auteur du livre que vous voyez là, qui s'appelle Le Bois de Chêne, secret d'un lieu magique entre Léman et Jura. Alors pendant qu'on va se balader ensemble, Bernard, dans le Bois de Chêne, dites-nous déjà, qu'est-ce que c'est que ce livre et pourquoi l'avoir fait ? Alors, c'est 200 pages, 40 chapitres, 400 photos. Il fallait le faire maintenant parce qu'il y avait un grand virage dans ce Bois de Chêne. Il y a un couple de biologistes qui a vécu 38 ans dans la ferme et jusqu'en 2016. Et la ferme a été rénovée ensuite et ces biologistes sont partis. Donc ça, c'est une première chose. C'est une mémoire vivante des biologistes qui restent là et qui surveillent. Ils sont surveillants gestionnaires en même temps du lieu. Elle est peintre, biologiste. Et pourquoi vous vous êtes impliqué là-dedans ? Parce que on a créé une association du Bois de Chêne en 2007 pour défendre le lieu par rapport aux risques qu'on mentionne dans le livre d'exploitation diverses et variées. Et puis, il venait un contrat avec le canton de Vaud qui avait sous sa houlette ce bois pour en faire des observations d'environnement, d'écologie et d'histoire naturelle. Et ça s'arrêtait en 2011. Donc voilà, on avait un peu peur qu'après 2011, on savait pas trop ce qu'allait devenir ce lieu. Et donc, donc c'est une manière finalement de lutter pour sa préservation en fait. Oui, c'est pour prévenir des exploitations qui auraient été néfastes à l'endroit, bien sûr. Voilà. Bon, alors ce livre se destine aux promeneurs, aux familles, à tous les amoureux de la nature et les gens de la région qui viennent se balader ici au Bois de Chêne. Alors, il me semble que vous retracez avec ces 200 pages et puis toutes ces illustrations pas mal justement d'anecdotes et de secrets de ce Bois de Chêne. Alors, du coup, cette réserve naturelle, elle renferme des secrets ? Oui, absolument. On n'a pas seulement voulu faire de l'histoire naturelle, mais ça représente le gros, on va dire un bon tiers, je pense, ou peut-être plus même, plus que la moitié du livre, c'est l'histoire naturelle, ça veut dire les parties minérales, partie végétale, partie animale. D'accord, mais on voulait aussi parler des gens qui ont vécu là, soit pour exploiter dans la ferme, des agriculteurs. Il y a eu 3 générations d'agriculteurs qui ont vécu là. Ensuite, il y a eu des biologistes, un botaniste qui a habité avec sa famille pendant un certain temps. Et ensuite, Florian et Martine, dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a toute une histoire, il y a des anecdotes de choses curieuses qui se sont passées. Et puis, en plus, l'humain est lié à la préservation du lieu. Il y a tout un travail de maintien du lieu qui a été fait notamment avec des gens du canton, enfin du service de la biodiversité du canton de Vaud. Oui. Et comment il a pu se faire ce livre, avec quelles aides, avec quel financement ? Alors, il y a eu effectivement toute une série de financements loterie romande, des banques, des communes, etc., qui ont aidé, et puis régionaux aussi, bien sûr. Et puis vos petites mains, du coup, qui ont écrit ce livre. Alors, quel est votre rapport au Bois de Chêne ? Pourquoi raconter le Bois de Chêne dans un livre pour vous ? Alors, plus j'y viens, plus
il m'intrigue, ce bois de chêne. Déjà, le fait qu'on parle d'un bois de chêne, on n'ose bientôt plus mettre le mot chêne au pluriel, parce que les chênes se font quasiment envahir par les hêtres. Donc, Alors, on va les voir juste, je regarde ici, voilà, donc... ici, il y en a au-dessus de notre tête. Mais disons, il y a beaucoup de hêtres. Et voilà, donc cette curiosité. Et puis, on a utilisé des spécialistes chaque fois. Quand on est venu parler de sangliers, on a pris M. Menachon qui est venu les suivre. Quand on a parlé de coléoptères, c'est Steve Brighton-Moser qui est venu m'accompagner, ou Bernard Despons pour les champignons. Enfin, chaque fois, je me suis promené avec un spécialiste, Robert Hahn pour la géologie, par exemple, on est venu 2 fois et on a observé vraiment les cailloux, les formations géologiques qui sont ici. Donc, je prends cette substance, j'essaye de la vulgariser le mieux possible pour le grand public. C'est vraiment pour le promeneur qui a envie d'être éclairé. Et puis après, il y a toute une relecture, une mise en forme qui a été faite par Eliane, qui avait l'habitude de l'édition, puisqu'elle a travaillé pour l'Agroscope dans le domaine de l'édition toute la dernière partie de sa vie. Alors, 140 hectares de forêt, de chênes. On se trouve où exactement ici? Alors ici, ça s'appelle l'amphithéâtre. Je crois que ça a bien la forme d'un amphithéâtre. Il y aurait pu y avoir paléo, heureusement il n'y a pas eu, pour le bien des animaux qui sont ici. Et puis ces formes curieuses, en fait, elles sont liées à la dernière glaciation. Il faut vous imaginer, ici, il y avait 1000 mètres de glace, là au-dessus de nos têtes. C'est pas mal, il restait des bouts de Jura qui dépassaient. Et en fait, en fondant, pour arriver jusqu'à 9000 ans où ce glacier, le Rhône, se retire, eh bien, il transporte des quantités de cailloutis qui sont des fois bloqués par des glaces, il y a des torrents sous-glaciaires, etc. Et ces blocages et ces mouvements d'alluvions, de tous ces graviers, de tout ça, forment des collines, des bosses un peu partout, assez magnifiques d'ailleurs, ça fait vraiment des spectacles de bosses comme ici l'amphithéâtre. Et puis au creux, à la partie la plus basse, se sont accumulés des éléments très fins qu'on appelle des argiles. Ces argiles sont colmatants et du coup ils retiennent de l'eau, ce qui permet d'avoir des mares et des endroits pour des grenouilles. On est dans un endroit ici qui dépend de l'ordonnance sur la protection des batraciens en Suisse. Donc voilà, il y a à la fois des endroits très secs en haut des collines, à la fois des endroits très humides et frais en bas. Oui. Donc voilà le genre d'anecdote que Bernard raconte dans ce livre sur le bois de chêne. Si vous voulez tout savoir, alors on va continuer à se balader, on va quitter cet amphithéâtre. Et puis, où est-ce que vous nous amenez, Bernard? Alors, j'avais très envie que vous voyiez des arbres échasses. Vous avez déjà entendu parler d'arbres échasses? Non, pas du tout. Ils ont transformé leurs racines pour respirer un petit peu. Ce sont des aulnes qui ont l'habitude de vivre les pieds dans l'eau, mais quand même pas complètement les pieds dans l'eau. Donc, ils ont essayé de s'adapter au fait que l'eau de la baigne au canard, on va la baigner au canard, fluctue. Et pour trouver toujours l'optimal pour que les racines restent fonctionnelles. Et ben voilà où on t'emmène, Andrea. Donc à tout à l'heure, à la baigne au canard, dans ce bois de chêne. Je me réjouis de découvrir le lac. On t'accompagne, Alexandre, à tout à l'heure. À présent, on s'intéresse à la culture et à l'histoire de Roxane Curchod. À 12 ans, elle est amputée d'une jambe, une étape parmi les 5 longues années de calvaire. À 26 ans et après 3 années de coaching aux côtés de Tanira Emri, naît Cœur à Cœur, un corps à cœur, pas facile à dire. Un projet réalisé aujourd'hui présenté par la photographe à l'espace Pepper Hub à l'Ellipsé à Gland jusqu'au 21 décembre. Tania Emri, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes photographe, avec grand plaisir, vous êtes photographe, la photo c'est votre passion, mais ce projet-là, c'est un projet un peu particulier. Corps à cœur, je vais avoir du mal à le dire, vous allez m'aider. Comment est-ce qu'il est né ce projet? Ce projet, il est né... Je pense de l'inspiration de Roxane. Roxane, c'est quelqu'un que je connaissais déjà auparavant. Et un jour, j'ai vu sur Instagram une photo d'elle avec une jupe, dévoilant sa prothèse, une prothèse en carbone. Et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de faire une séance ou une série de photographies. Moi, ça m'intéressait de travailler avec elle. Puis en fait, en quelques années, ça a pris de l'ampleur, beaucoup plus que nous l'imaginions au début, pour aboutir maintenant à une belle exposition du travail qu'on a fait ensemble durant... Alors vous présentez justement une partie des photos que vous avez réalisées, mais l'idée du projet, c'était quoi? Sur quels aspects est-ce que vous vouliez travailler? Alors, l'idée du projet était de travailler sur le côté féminin, déjà. Qu'est-ce que le féminin quand on a une prothèse et comment est-ce qu'on vit son féminin? Et puis sur les difficultés qu'on peut avoir en milieu urbain.
Quelles sont les embûches qu'on peut aller en prenant le train depuis certaines gares, le métro à Lausanne. Et puis on a profité, une des premières séances qu'on a faites ensemble était de revisiter les lieux qu'elle a connus au CHUV évidemment, pour revisiter l'histoire et repartir ailleurs. Ouais, cette question de la féminité, c'était une question essentielle pour Roxane. Elle dit « J'avais 12 ans lorsque j'ai perdu ma jambe, j'aurais aimé voir des photos comme celles que j'ai pu faire avec Tania, je me serais construite différemment dans ma féminité ». Oui, en fait, c'est effectivement la question. Je peux imaginer quand on est dans une situation comme ça, comment sera l'après ? Et c'est vrai que parfois on peut manquer, ou on aimerait voir plusieurs figures d'inspiration féminine, masculine si on est un homme, et puis pouvoir se projeter dans un après et se dire après, il y a une vie, après, il y a un travail, il y a un féminin, il y a une vie de couple, il y a d'autres choses possibles. Ouais. Et sur le moment, peut-être qu'on est un peu bloqué dans ce qu'on vit, en fait. Ouais. Le regard de Roxane envers elle-même aussi a beaucoup changé. Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Peut-être avant tout qu'elle aime ce qu'elle est. Qu'elle aime ce qu'elle est devenue. Je crois qu'elle intègre parfaitement toutes ces facettes de sa féminité, qui ne sont pas une, mais qui sont multiples. Et le plaisir qu'elle a eu de découvrir ça un temps. Alors peut-être que c'est pas pour... c'est un travail qu'elle a fait et qui maintenant s'arrête, mais elle a vraiment revisité plusieurs facettes d'elle-même, en fait. Ouais. Est-ce que la photographie, selon vous, est un moyen de thérapie ? Alors, c'est pas une thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, je suis photographe. Mais je pense que la photographie peut agir assez concrètement. Mais pas forcément en une séance photo, mais en une reproduction de clics et de mise à l'épreuve, parce qu'en fait, on va confronter plusieurs regards. On va confronter notre propre regard, mais non pas face à un selfie où on contrôle l'image, mais à travers le regard de l'autre. Et puis après, en présentant nos photos à d'autres, on ajoute le regard des tiers, de la famille, des proches. Et en fait, c'est une espèce de convergence de plusieurs regards qui nous permet d'évoluer. Le fait d'avoir plusieurs séances photos, pour vous, c'était important. Hein. Là, on voit la séance que vous avez faite avec Roxane. Mais l'idée, c'est de reproduire aussi ce projet avec d'autres personnes, ce qui a d'ailleurs été fait. Cette idée d'avoir plusieurs séances photos, c'était important parce que ça vous avait touché. Hein. Souvent, les personnes, quand elles se voyaient en photo, elles n'étaient pas contentes du résultat. Oui. C'est un problème. En fait, je réalise, homme ou femme, on est très, très bienveillant par rapport aux gens qu'on côtoie, à nos amis, on voit le beau chez les autres. Et chez nous, on a un espèce d'auto-jugement qui est définitif. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont épargnées par ça. C'est vrai que quand on photographie des gens, les personnes âgées, en général, sont assez libres de leur image. Les enfants avant la puberté aussi. Puis il semblerait qu'à la puberté, il y a quelque chose qui se passe, où on définit un petit peu ce qui ne nous plaît pas et on va se construire avec ce qui ne nous plaît pas. Et le fait de pouvoir découvrir qu'on a une belle énergie et que les autres voient cette belle énergie chez nous, nous permet de se dire « Ah ouais, mais ça j'aime bien chez moi ». Donc ce petit défaut, il peut peut-être rester, mais il y a tout ça que j'aime chez moi. Et en fait, ça se construit en un peu plus longtemps qu'une séance. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez de belle énergie. Là, forcément, vous voulez leur montrer aussi d'un côté positif, mais pas seulement, hein, parce que vous voulez aussi montrer ce qu'elles ressentent peut-être comme douleur à l'intérieur. Oui, parce qu'on peut photographier la douleur, on peut photographier la tristesse, on peut photographier la colère. Et puis... Ça passe par quoi entre deux personnes quand vous photographiez quelqu'un ? À quel moment vous vous dites « Ah, là, je tiens quelque chose » Avant chaque séance, je prends toujours un moment seul où j'essaye de me mettre, non pas au service de mon ego ou de mon travail de photographe, mais me dire que je suis au service de l'autre, de ce qu'il va rencontrer. Et puis, il y a toujours un moment donné où je me dis « Waouh, c'est là ». Et j'ai presque touché un bout de l'âme de la personne où je sens qu'il y a quelque chose de bon. Et des fois, ça se fait très vite. Il faut quelques minutes et des fois, il faut plus de temps. Ouais. Corps à cœur, j'y arrive, à voir à Gland. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet, de ce très beau projet, merci, Tania. À découvrir aussi sur votre site internet. Oui. Évidemment, vous êtes là aussi à Gland pour répondre aux réponses des questions, si elles en ont, de certaines personnes. Je vais vous présenter quelqu'un, Cyril Badertcher. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, vous en avez peut-être entendu parler à Gland. Il y a quelques mois, il venait nous parler de sa traversée à la nage. Il reliait Nernier à Nyon. Depuis, il a lancé son association Parkinson Move. Il vous en parle en vidéo, ou plutôt on regarde un extrait et on le reçoit tout de suite après.
Cyril Badertcher, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Il y a quelques mois, vous nous aviez présenté ce défi en septembre dernier. Aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau défi et une association, Parkinson Move. Ça s'est décidé très rapidement, hein. Après le premier défi, vous avez décidé de vous relancer, de vous remettre à l'eau. Pourquoi ? En fait, on a laissé passer, on va dire, les émotions, l'euphorie. Et après, au bout d'une semaine, on va dire, on s'est posé avec mon camarade, Laurent, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête sur cette belle histoire ou on continue ? Oui. Alors vous donnez rendez-vous aux gens le 10 septembre prochain, je crois que la date est juste. Oui, exactement, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion lors de cette première traversée, cette première nage ? Je dirais même à ce jour, c'est encore inexplicable. Tout le soutien, que ça soit des proches, de la famille, de tout le monde, et même des journaux, de vous. Et je dirais, avec mon métier, tous les jours, j'ai des clients qui viennent, qui m'en parlent, 2 mots, 2 minutes. Je dirais, oui, je suis encore dans cette... dans cette émotion, tout à fait. Ouais, le but, c'était évidemment aussi de parler de Parkinson, mais est-ce que ça vous a permis de parler peut-être d'autres choses, ou comment aujourd'hui vous le vivez, cette situation ? Après, je le vis de mieux en mieux. On va dire que je ne me cache plus. On va dire, par exemple, si la parole elle est un peu au ralenti ou si j'ai un tremblement, je reste tel que je suis. Et voilà, je mène ma vie, on va dire, comme avant, même avec cette petite spécialité. Ouais. Voilà. Tania Emri, ça c'est important, c'est peut-être des mots qui résonnent chez vous, cette petite spécialité. Transformer peut-être ce qu'on ressent pour en faire quelque chose de positif. C'est ce qui est très fort dans ces parcours-là. Hein. Oui, parce qu'en fait, il y a toutes les différences visibles. Une prothèse, c'est une différence visible qu'on peut mettre sous un pantalon, mais voilà. Et puis après, il y a toutes les différences qu'on porte tous, et puis avec lesquelles il faut vivre et s'exposer. Et puis la question de l'image, elle est cruciale aujourd'hui. Et quand on est en accord avec soi, comme vous le dites maintenant, on est au bon endroit. Le jugement et le regard de l'autre changer aussi, s'accepter. C'est un très bel exemple que vous nous donnez là aujourd'hui, Cyril. On va parler un petit peu de l'association Parkinson Move. Quels sont les buts de l'association ? Alors, les buts, c'est en premier lieu toujours de parler de cette maladie, de la mettre en avant. Et le message de base, comme au mois de septembre, de dire que ça ne touche pas, on va dire, les personnes de 60 ans et plus, qu'on peut être atteint à n'importe quel âge, malheureusement. Et le deuxième but, c'est aussi de récolter des fonds pour la fondation du CHUV, pour la recherche de cette maladie. Plus précisément pour l'électrostimulation par rapport aux pertes d'équilibre et à la démarche. Et ça me tenait à cœur parce que ma démarche est un petit peu amputée par rapport à cette maladie. Ouais. Aujourd'hui, à travers ce projet et ce défi, vous souhaitez aussi que les gens puissent vous accompagner. C'est peut-être ce qu'il y a de différent avec le premier défi. Vous allez me corriger si je dis une bêtise, hein, Cyril. Les gens peuvent vous rejoindre dans ce prochain défi du 10 septembre prochain. Ils pourront nager un petit bout en votre compagnie. Oui, c'est mon souhait. Après, voilà, c'est toute une organisation à avoir. Mais oui, c'est vraiment mon but que s'il y a des personnes qui veulent faire un petit bout avec nous, ce serait avec grand plaisir.
Ouais. Tout ça pour l'association Parkinson Move. Cyril Badertercher, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous nous appelez donc à vous rejoindre le 10 septembre prochain. Évidemment, on sera là pour suivre tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser partir, Tania et Cyril, le bois de chêne, est-ce que c'est un endroit où vous avez l'habitude de vous y promener ou peut-être de prendre des photos, Tania? Alors oui, mais pas tellement de prendre des photos actuellement, mais comme j'étais enseignante à Genolier pendant de nombreuses années, c'était un lieu avec nos élèves où on allait beaucoup au bois de chêne. Ouais, plein d'histoires à raconter. Oui. Cyril, est-ce que c'est un lieu où vous avez l'habitude de vous promener? Alors, quand j'étais petit, comme Tania a dit, j'étais moi élève à Gland. Donc les courses d'école, aller regarder les arbres pour les cours de sciences. Ouais. Voilà. Du coup, on te retrouve, Alexandre. Aujourd'hui, on est tous un petit peu enfants avec toi. Oui, effectivement. Et puis avec Bernard, on est de grands enfants à se balader dans ce bois de chêne. Alors, ce que tu vois derrière moi, il s'agirait de la baigne au canard, selon les dires de Bernard. Mais comme tu vois, il n'y a pas d'eau et il n'y a pas de canard, Bernard. Ah, pas d'eau, pas de canard. Il y a une logique implacable, hein, évidemment. Les pauvres, il n'y a pas assez de pluie pour remplir la nappe superficielle qui doit alimenter ce lieu. Lieu habité d'ailleurs par des arbres particuliers. Ce sont des aulnes glutineux qui ont dû fabriquer des échasses, des racines échasses pour s'adapter aux différences de niveau d'eau qui sont particuliers ici. Alors c'est ce qu'on voit juste derrière nous, les arbres échasses. Vous voyez peut-être les racines. Oui, les racines qui... alors on peut voir le niveau d'eau par rapport aux pousses sur les collets, c'est-à-dire la base des troncs, où il y a des nouvelles pousses, et ça nous donne le niveau d'eau. La mousse également, les fougères par endroits, nous donnent le niveau. C'est assez curieux. On a pensé que ces arbres étaient nés sur des buttes dues à des végétaux qu'on appelle des lèches, mais il n'y en a pas tellement ici, donc c'est vraiment dû au changement de niveau d'eau. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a une saison particulière à laquelle on peut apercevoir de l'eau ici dans cette baigne au canard? Ah oui, au printemps, au mois d'avril, mai, il n'y a pas de problème. Généralement, le remplissage, il s'est fait. Oui. D'accord. Et les animaux, justement, il y a quoi comme animaux ici au bois de chêne? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour les apercevoir? Ah faut se lever tôt, évidemment. C'est clair. On verra des sangliers qui traversent le bois de chêne avec grand plaisir. Ils s'arrêtent dans les prés, les agriculteurs, il y a un petit peu d'agriculture dans le bois de chêne, et donc ils sont pas très contents de voir qu'ils ont creusé leur museau, ils ont labouré certains champs qui doivent être ressemés. Il y a écureuils, renards aussi. Voilà, bien sûr, des chevreuils, absolument. Et puis les muscardins, les noirs, que Florian a pu plusieurs fois photographier, et puis qu'on voit bien sûr dans le livre. Puis après, il y a tous les petits mammifères, qui sont le mulot sylvestre, qui sont le campagnol roussâtre, qui est assez facile à observer. Alors là, il fait un petit peu froid pour le voir, mais sinon, le campagnol roussâtre, il se laisse photographier, il est assez sympathique, assez rigolo. Voilà, donc plein de belles balades en perspective grâce à ce livre. Donc, Le bois de chêne, secret d'un lieu magique entre Léman et Jura. Avant de se quitter, dites-nous où est-ce qu'on peut le retrouver, ce livre? Alors, on le trouve dans les librairies de Rolles. Il y a 2 librairies à Rolles, il n'y a pas de problème. On le trouvera à l'épicerie de Genolier. On le trouvera également chez Payot à Nyon. Sinon, on peut le commander sur le site de l'ABCG ou de la Fondation du Bois de Chêne, ABCG, Association du Bois de Chêne de Genolier, abcg.ch, ou boisdechêne.ch, c'est-à-dire le site de la Fondation du Bois de Chêne, on peut le commander sans difficulté. Voilà. Merci beaucoup Bernard pour cette belle balade avec ce joli soleil et toute cette neige au milieu du bois de chêne. Merci et bonne journée. Merci à vous. Voilà Andrea, on va profiter encore un petit moment avec Bernard parce que l'éclaircie, on en profite. Profitons bien alors, Alexandre, à tout à l'heure. Merci à Bernard pour cette jolie visite ensoleillée. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.